Bonjour. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'un des chapitres les plus intenses, les plus poignants du chef-d'œuvre de Victor Hugo. On va décortiquer comment, face à l'inéluctable, la seule évasion qui reste, c'est celle de l'esprit. Un voyage dans le passé qui est à la fois un refuge magnifique et, on va le voir, une torture absolue. Voilà la question qui hante le narrateur. Son corps est prisonnier, enfermé, il attend la fin. Mais son esprit, lui, peut encore s'échapper. Et c'est cette fuite intérieure, cette évasion mentale, que Hugo va nous faire vivre avec une force assez extraordinaire. Et la stratégie, elle est là, posée dès le début. Oublier. Mais attention, ce n'est pas un oubli passif, pas du tout. C'est une substitution. C'est un acte de volonté pour remplacer l'horreur du présent par la douceur d'un souvenir. C'est un effort désespéré pour survivre, ne serait-ce que l'espace d'un instant. Et regardez-moi ce contraste, sa violence est saisissante. Hugo ne se contente pas de dire « ça va mal, mais j'ai de bons souvenirs ». Non, il oppose un gouffre, un abîme de pensées noires, à des îles de fleurs. L'image est incroyablement puissante. La réalité, c'est le vide, c'est la mort. Les souvenirs, eux, sont des petits paradis colorés, vivants, qui flottent sur cet océan de désespoir. Alors où est-ce qu'il s'envole, cet esprit du condamné? Eh bien, il retourne à l'adolescence, au moment précis et parfait d'un amour naissant. Hugo nous embarque dans un jardin en Espagne, au crépuscule, à la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Pepa. Faites attention à la précision des détails. Hugo ne dit pas juste « c'était une jolie fille ». Non, il nous peint un portrait sensoriel. On peut presque voir cette peau brune et dorée. On imagine la douceur de ses joues roses. Le souvenir est si vif, si précis, qu'il devient tangible. C'est une incarnation de la vie, de la jeunesse, de tout ce que le condamné est sur le point de perdre. Et cette progression est orchestrée de main de maître. On part de la brutalité un peu bête et innocente de l'enfance, où l'on se bat pour un nid d'oiseau, puis on bascule dans l'adolescence, avec cette fierté, cette émotion toute neuve, et enfin, le point culminant, ce rapprochement décrit avec une lenteur incroyable qui mène à l'inévitable, le premier baiser. Un moment totalement suspendu dans le temps. D'accord, l'histoire est magnifique. Mais comment Hugo fait-il pour nous aspirer comme ça dans ce souvenir? Pour comprendre ça, il faut entrer dans son atelier d'écrivain et analyser ses outils. C'est en déconstruisant sa technique qu'on mesure vraiment la puissance de son message. Hugo, c'est un maître artisan. Il déploie tout son arsenal stylistique. Il y a le vocabulaire qui fait appel à tous nos sens, il y a les répétitions qui martèlent les idées, la structure même des phrases qui imite les battements du cœur, et puis ces petits détails d'époque qui ancrent le récit dans une réalité qu'on peut presque toucher. Ce vocabulaire sensoriel, c'est absolument crucial. Quand Hugo parle du couchant vermeil, il ne dit pas juste « rouge ». Non, vermeil, c'est un mot précieux, un mot qui brille, qui évoque la chaleur, la passion. Il rend le passé plus coloré, plus vibrant, et donc infiniment plus désirable que le présent gris et froid de la cellule. Et il faut qu'on s'arrête un instant sur le lexique. Le choix des mots est d'une précision d'orfèvre. Un puisard, ce n'est pas un simple puits. C'est un mot qui sent la campagne d'autrefois, la pierre humide. La pèlerine, ce n'est pas une cape banale, elle nous téléporte directement au XIXe siècle. Ces mots ne sont pas que des descriptions, ce sont de véritables machines à remonter le temps. Et c'est là que le génie de Hugo opère un retournement absolument tragique. Parce que cette évasion, ce paradis retrouvé va se transformer en la pire des souffrances. Le bonheur passé, en fait, ne fait qu'éclairer avec une lumière crue, insoutenable, l'horreur du présent. C'est le sommet, le point d'orgue du bonheur. Une phrase si simple, si absolue. À ce moment précis du souvenir, le narrateur possède tout. Il a littéralement le paradis dans le cœur. C'est un sentiment de plénitude totale, un instant d'éternité qui a été volé au temps. Et à ce moment-là, il se fait une promesse. Il se dit que ce soir-là, ce baiser, cette course dans le jardin, c'est un souvenir qu'il gardera en lui. Oui, il s'en rappellera. Toute ma vie. Et là, le mot éclate comme une bombe. Pour le jeune homme que c'était, cette phrase était une promesse d'avenir, un horizon infini. Pour le condamné qui se souvient, c'est la plus cruelle des ironies. Quelle vie lui reste-t-il? Quelques heures à peine. Et d'un coup, le paradis du souvenir se referme sur lui comme un piège mortel. Alors, pourquoi Hugo nous inflige-t-il cette montagne russe émotionnelle? C'est simple. Ce chapitre, ce n'est pas juste une belle histoire d'amour. C'est le cœur battant de son plaidoyer contre la peine de mort. Ici, la narration, la poésie, tout est au service de l'argumentation. Et c'est là qu'est tout le génie de Hugo. En nous montrant la beauté de ce que cet homme a vécu, il rend sa mort imminente encore plus absurde, encore plus inhumaine. Il ne nous donne pas de statistiques, pas de discours juridiques. Il nous donne un baiser volé, une course dans un jardin. Il nous force à ressentir la perte. Ce n'est plus un concept abstrait, c'est la fin d'un homme qui a eu, lui aussi, le paradis dans le cœur.
C'est la question que Hugo nous laisse. En détruisant un homme, la société ne détruit pas seulement un corps, elle anéantit un univers entier de souvenirs, de joie, d'amour passé et surtout de futurs possibles. Et ça, nous montre Hugo, c'est peut-être le plus grand crime de tous.